Der Frankreich-Block ist im Stuttgarter Hauptbahnhof. À côté de moi, Monsieur Philippe Gustin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes candidat dans la 7e circonscription des Français à l'étranger. Comment ça se fait? Il y a 3 millions de Français qui résident à l'étranger. Ces 3 millions de Français ont plusieurs représentants, des sénateurs, des conseillers consulaires, et depuis 2012, ils ont aussi des députés qui sont élus, comme les autres députés, sur la base de 11 circonscriptions. Donc le monde est découpé en 11 circonscriptions. Et la 7e circonscription, c'est la circonscription qui couvre l'Allemagne, l'Autriche, l'Europe centrale, orientale et balkanique. 16 pays. Monsieur Gustin, vous êtes sorti de l'ENA, vous étiez préfet et vous étiez directeur adjoint du cabinet de Monsieur Luc Chatel. Directeur de cabinet. Oui, secrétaire d'État en charge de l'industrie et de la consommation. Vous êtes ancien ambassadeur de la France en Roumanie et depuis près de 2 ans, vous êtes coordinateur de l'Union des Français de l'étranger. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la même logique. Ces Français qui résident à l'étranger, ils sont structurés sur le territoire en association. La plus ancienne d'entre elles, c'est l'Union des Français de l'étranger, qui va fêter cette année ses 90 ans, qui est une association d'utilité publique et qui représente ces Français auprès des autorités locales, dans les conseils, par exemple, de sécurité, dans les comités des bourses. Voilà, donc c'est cette représentation qui n'est pas une représentation élue, ce ne sont pas des élus, mais c'est la force du mouvement associatif aussi pour les Français de l'étranger. Vous êtes un ressortissant de cette circonscription. Vous avez vécu 8 ans en Allemagne, 6 en Hongrie, et si je me rappelle bien, 2 ans et demi en Autriche, et 2 ans et demi en Roumanie. Voilà, donc sur les 16 pays que compte la circonscription, j'ai eu la chance de passer près de 20 ans dans 4 d'entre eux, donc l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie et l'Autriche, mais j'ai aussi des liens très forts avec les autres pays et surtout des liens linguistiques parce que je parle allemand, je parle roumain, je parle hongrois, mais comme j'ai fait un petit peu de russe, je dois dire que je ne suis pas complètement étranger quand je suis en Slovaquie. Le slovaque est la langue slave la plus archaïque, en Tchéquie, en Serbie ou en Bulgarie. Voilà, ce sont des pays où je ne suis pas complètement étranger. Et puis tout ça, c'est l'Empire aussi. Je suis historien, vous le savez, et je sens toujours cette présence de François-Joseph dans une bonne partie des pays de la circonscription. en Allemagne, on suit les révélations autour des emplois familiaux de M. Fillon avec une certaine surprise. Pensez-vous que le candidat Fillon pourra s'en sortir, continuer sa campagne et gagner même au second tour? Là, vous me posez beaucoup de questions d'un seul coup. Non, je pense que d'une manière générale, d'abord, il y a un principe de droit qui est celui de la présomption d'innocence. Donc ça, je crois qu'il faut faire attention dans ces temps troublés de notre démocratie de rappeler chaque fois ces principes de droit. Il y a après ce que les électeurs décideront. Il y a sans doute pas de problème de légalité, il y a sans doute un problème de moralité. Et c'est vrai que je vois, moi, depuis 3 semaines, je suis quasiment, sans discontinuer en Allemagne. J'ai beaucoup de discussions, surtout avec mes amis allemands qui ne comprennent pas. Je rappelle quand même que s'agissant de l'emploi de membres de sa famille comme collaborateurs parlementaires, il n'y a pas si longtemps que ça que l'Allemagne, que ce soit l'Allemagne du Nord ou la Bavière, puisque la Bavière a pris ses dispositions encore plus tard, a interdit ces pratiques-là. Moi, je suis personnellement, en tout cas, pour un alignement sur les dispositions en œuvre au Parlement européen, qui, depuis 2009, interdit l'embauche de membres de sa famille la plus large possible. Comment pensez-vous représenter les intérêts des Français de l'étranger de votre circonscription? Quels sont les points forts de votre programme? Alors, les points forts du programme, encore une fois, il n'y a pas de Français type. Il y a une grande diversité de nos ressortissants dans ces pays, avec en particulier de nombreux Français qui sont arrivés depuis peu. Beaucoup de jeunes gens qui viennent chercher un travail dans cette zone de l'Europe qui a un taux de chômage parfois beaucoup plus bas qu'en France. Donc il y a quand même des points qui sont communs. 5 points, très rapidement. Le premier, c'est l'éducation.
parce que quoi qu'il arrive, on est confronté très vite dans ces pays-là à l'éducation de ses enfants, avec la question très simple, comment est-ce que mon fils, ma fille va pouvoir parler français avec ses grands-parents ou ses cousins quand il reviendra en France. Deuxième sujet, la fiscalité. Là, on a eu vraiment un quinquennat où les Français de l'étranger ont été victimes, comme les autres Français, du matraquage fiscal. Donc il faut revenir sur ces dispositions. Le troisième sujet, c'est la représentation consulaire. On a, je le disais, de plus en plus de nouveaux Français qui arrivent. Il y a 3% d'augmentation du nombre de Français qui vivent à l'étranger. C'est la même chose pour la 7e circonscription, 3% d'augmentation par an. Et on a malheureusement des consulats qui ont de moins en moins les moyens, surtout, d'assurer l'accompagnement social de certains de ces Français qui sont fragilisés en termes de santé, en termes aussi psychiques. Donc voilà, c'est très important de retrouver aussi une fibre sociale dans les consulats. Le quatrième point, c'est l'économie. Ça, c'est très important aussi. On a de plus en plus de Français qui viennent aussi dans ces pays-là pour s'installer. Je donne toujours l'exemple des boulangers, des fabricants de macarons, des métiers de bouche qui viennent ici pour... Et donc, il faut les accompagner. L'État n'a plus cette capacité. Donc, il faut donner aux chambres consulaires tous les moyens pour qu'elles puissent le faire. Et puis, il y a un dernier paquet, très rapidement. Le cinquième, qui là varie d'un pays à l'autre. Par exemple, avec l'Allemagne, il y a une vraie problématique du droit de la famille. Je le rappelle, 40% des Français qui vivent par exemple en Allemagne sont des binationaux ou sont conjoints d'Allemands. Donc qui dit mariage dit malheureusement aussi parfois divorce. Et ces divorces, on le sait très bien, dans un couple franco-allemand. J'ai vécu ça ici, il y a 25 ans, donc je le sais très bien, peuvent être très douloureux parce que nous avons des droits de la famille qui ne sont pas très compatibles. Sur votre site, on lit notamment que vous souhaitez contribuer au rééquilibrage du couple franco-allemand. Et comme notre blog se concentre sur les relations franco-allemandes, je voudrais vous dire que votre analyse à ce sujet nous intéresse. Comment jugez-vous l'état actuel des relations franco-allemandes ? Eh bien, pardon de me répéter, mais c'est un credo que je défends depuis de nombreuses années. Je pense que la relation franco-allemande aujourd'hui, s'agissant de la société civile, les associations, les partenariats, s'agissant du monde économique, nous étions encore jusqu'il y a 2 ans les premiers partenaires l'un pour l'autre, tout ça fonctionne bien. Grâce à l'engagement d'un nombre incalculable de personnes qui bénévolement tous les jours investissent leur temps et leur énergie dans des associations. Par contre, ce qui ne marche plus, et ça ne marche de moins en moins, c'est la relation au niveau politique. On a eu des ruptures avec le référendum en 2005, avec la crise de l'euro, avec aujourd'hui la crise des migrants, et puis la montée des populismes qui fait que ce couple franco-allemand au niveau politique s'est distendu. Et donc il faut à tout prix, pour l'avenir de l'Europe, parce que vraiment c'est ça qui est incontournable. Dans l'histoire de l'Europe, chaque fois qu'elle a pu avancer, c'est grâce essentiellement à une initiative franco-allemande. La France et l'Allemagne ne sont pas toujours d'accord, mais elles ont cette force, ces 2 pays ont cette force de pouvoir trouver à partir de positions divergentes des compromis et de faire ainsi avancer le couple franco-allemand et derrière l'Europe. Dans ma valise pour les matériels photos, il y a toujours un petit livre que j'ai trouvé chez vous. En 2016, vous avez écrit ensemble avec Stefan Mertens un manifeste France-Allemagne relancer le moteur de l'Europe. Pensez-vous que la France-Allemagne a perdu son rôle de moteur pour l'Europe? Les 2 États pourraient-ils faire mieux? Bien sûr qu'ils peuvent faire mieux, surtout qu'aujourd'hui, il ne faut jamais, nous l'écrivons dans le livre, la France et l'Allemagne seules ne sont rien. Toutes les deux, et avec l'Union européenne, elles sont un petit peu plus. Mais pour autant, il ne faut jamais oublier que nous avons un monde autour de nous, avec aujourd'hui des menaces ou alors des positions très compliquées du côté des États-Unis, du côté de l'Asie, du côté de la Russie. Et donc il est extrêmement important aujourd'hui pour cet avenir, pour sauver cette Europe, qui n'est pas parfaite. Nous n'avons jamais dit, Stefan Martens et moi-même, il faut vraiment que cette Europe aussi, elle revoie sa copie aujourd'hui. Eh bien, il faut que dans ce contexte-là, si nous voulons sauver les acquis européens,
parce qu'il y en a de nombreux au cours des 60 dernières années. L'Europe a sans doute péché, je le dis toujours, par faute de marketing. On ne sait plus aujourd'hui ce que l'Europe a apporté. Donc il est impératif que là, dans cette année électorale, il y aura des élections en France, il y aura des élections en Allemagne, le sujet de l'Europe soit en tête des préoccupations des politiques et que dans ce contexte-là, la France et l'Allemagne jouent le rôle qu'elles ont toujours joué, c'est-à-dire les porteurs d'un message européen et d'une rénovation de l'Europe pour la sauver. Je voudrais quand même insister un peu en vous demandant quelle est votre vision de ce couple franco-allemand. Est-ce qu'il faut changer les institutions, un peu les rapprocher? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je crois qu'il y a 3 ou 4 choses qu'il faut faire d'urgence. La première chose, vous savez bien que je suis un vilain linguiste et donc sich zu verstehen muss man sich verstehen. Das ist schon das Wichtigste. Also ça veut dire que pour moi c'est extrêmement important que ce qui est le principe même des relations franco-allemandes depuis le traité de l'Élysée, qui est écrit en gros dans l'article 1er, c'est-à-dire que les deux pays font tout pour encourager l'apprentissage de la langue du partenaire, que ça soit un objectif. Parce qu'il faut que nous puissions nous comprendre quand nous parlons et pas obligatoirement être obligés de passer par une langue tierce. Donc ça, c'est vraiment l'urgence. En parallèle, il faut, et c'est une des propositions du livre, qu'il y ait chaque fois une prise de conscience de ce que peut avoir comme incidence des mesures prises sur la relation franco-allemande. Et donc nous proposons l'institution dans les deux gouvernements d'un ministre en charge des relations franco-allemandes. Parce que c'est pour nous capital, ça ne doit pas être pour l'éternité, mais en tout cas pour relancer ce moteur franco-allemand, il faut aujourd'hui incarner ce qu'incarnaient hier des grands personnages, des grands conseillers de chanceliers ou de présidents qui aujourd'hui n'existent plus parce que justement ce lien, cette relation privilégiée, elle s'est banalisée avec le temps. Et donc il faut aujourd'hui, je le répète, parce qu'il y a danger, parce qu'il y a le feu à la maison, il faut aujourd'hui prendre des mesures fortes pour incarner cette relation franco-allemande. Un ministre franco-allemand, c'est-à-dire un ministre qui est nommé par le gouvernement allemand ou par le gouvernement français ou par les deux ensemble? Dans les deux, dans les deux, à Berlin et à Paris, qu'il y ait chaque fois un ministre qui ait cette charge-là, parce qu'il nous semble extrêmement important au quotidien d'incarner cette charge, parce qu'il y a énormément de travail à faire pour justement rapprocher les points de vue et faire en sorte que le couple franco-allemand redémarre, que la confiance renaisse, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans ce couple-là, vous savez bien qu'en allemand on n'emploie pas le terme de couple, mais en France on utilise ce terme-là, nous sommes dans une crise de ce couple et il faut que cette confiance renaisse pour pouvoir rebâtir sur cette confiance. Oui. Avec Stéphane Mertens, vous proposez des mesures concrètes pour relancer le couple franco-allemand. Tout d'abord, vous souhaitez donner un nouveau rôle à l'Office franco-allemand de la jeunesse. Oui, parce que nous pensons, et ça moi c'est une vieille idée, je suis un bébé aussi de l'OFAGE, parce que je suis arrivé en Allemagne à l'âge de 20 ans comme instituteur dans le cadre des échanges, donc j'ai vu et je sais la force de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. En 53 ans, c'est à peu près 9 millions de jeunes français et allemands qui ont bénéficié de ces programmes de l'OFAGE. Aujourd'hui, moi ce que j'attends de l'OFAGE, c'est qu'elle continue sa mission, et elle l'a fait très bien, mais qu'elle puisse aussi élargir son champ d'action et qu'en franco-allemand, c'est-à-dire les deux pays ensemble, nous puissions agir dans d'autres zones d'Europe et du monde qui connaissent des conflits pour montrer que nous avons réussi, nous, à dépasser cela grâce à cette amitié franco-allemande. C'est ce que fait un petit peu l'OFAGE depuis 2009, en particulier dans les Balkans. Moi, j'aurais le rêve qu'elle puisse le faire aussi entre la Palestine et Israël, entre la Grèce et la Macédoine. Voilà, il faut que ce modèle de l'OFAGE, qu'on a d'ailleurs transposé, vous le savez, entre la Pologne et l'Allemagne, que ce modèle de l'OFAGE puisse être divulgué, diffusé sur les territoires et que nous agissions ensemble en franco-allemand, c'est-à-dire les deux pays, main dans la main, aillent vraiment sur ces lieux où il y a encore des tensions dues à l'histoire. Ensuite, vous préconisez un modèle, je cite, plus intégré d'établissements scolaires français en Allemagne et allemands en France. Vous vantez le manuel d'histoire franco-allemand.
Mais pour l'enseignement, vous souhaitez d'aller beaucoup plus loin? Bien sûr, c'est toujours dans la même logique d'apprendre la langue de l'autre. Je reviens à ma campagne électorale. 70% des Français qui habitent en Allemagne, enfin dans la circonscription, pardon, n'ont pas accès aux établissements qui relèvent de l'Agence pour l'enseignement français en Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des parents sont confrontés à la recherche d'un établissement allemand où leur enfant puisse suivre un enseignement en français. Il y a de nombreux lycées avec des filières francophones, des filières bilingues. Il faut pour cela, pour en avoir plus, et en tout cas ne pas en avoir moins, il faut pour cela aussi que la France, de son côté, en termes de réciprocité, respecte les engagements qu'elle a pris vis-à-vis de l'allemand. Or, la réforme du collège, malheureusement, conduit à une baisse drastique du nombre de classes bilingues, donc derrière demain de classes européennes, donc d'élèves qui prépareront la BIBAC. Vous voyez, on est dans un cercle vicieux terrible qui fait que du côté de ce côté du Rhin, eh bien, moi, je rencontre en général des Allemands qui me disent, bon, si la France ne respecte pas les engagements qu'elle a signés, c'est la conclusion des accords après le traité de l'Élysée, ben nous-mêmes, on ne va plus faire énormément d'efforts. Donc c'est là qu'il y a un danger très très fort, parce qu'attention, là, en 2 ans de destruction des classes bilingues, je donne toujours cet exemple du département de l'Eure, où j'étais jusqu'il y a peu, il y avait 56 classes bilingues en septembre 2015, il n'y en a plus que 2 aujourd'hui. Je donne toujours l'exemple de la ville de Lille, qui doit être la 5e ville de France, je crois. Il n'y a plus qu'un seul collège à Lille où on peut apprendre l'allemand en première langue en 6e. Donc vous voyez, ça va très très vite. Mais en 5e? Non, en 6e. Mais en 5e, Oui, mais c'est une seconde langue. Encore une fois, là aussi, je ne vais pas faire mon vilain linguiste refoulé. L'allemand, c'est une langue qui a besoin de beaucoup d'implication et de temps au début. Et puis qui après, quand on l'a bien, c'est quelque chose qui demande moins d'entretien. C'est le contraire de l'anglais. L'anglais, on peut très vite maîtriser les 350 mots qui vont bien, mais après, pour bien la parler, il faut beaucoup d'investissement. Donc aujourd'hui, le résultat est quand même là. En 2 ans, nous avons perdu sur le nombre d'élèves qui apprennent l'allemand en France d'une manière globale. Et ça, c'est un danger que nous avions déjà connu entre 1998 et 2005. Entre 1998 et 2005, on était passé de 25% d'élèves apprenant l'allemand à 15%. Oui, moins 300 000 en 8 ans. Donc c'était énorme. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, donne d'autres chiffres. Oui, mais je pense que j'ai été directeur de cabinet d'un ministre de l'Éducation et je sais à quel point on peut jouer avec les chiffres de cette 3e structure entrepreneuriale au monde après l'armée chinoise et les chemins de fer indiens. On peut faire dire n'importe quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui va se passer à la rentrée 2017 parce que les échos que j'ai, c'est qu'on fait tout aujourd'hui pour dissuader aussi le passage de la 6e à la 5e que vous évoquiez tout à l'heure. Je reviens à votre petit livre. Il y a beaucoup dans ce petit livre. Vous mentionnez, je cite, la convergence dans les filières courtes professionnalisantes. Comment voudriez-vous contribuer à un échange meilleur en vue de la formation professionnelle? Alors ça, c'est un sujet extrêmement important pour la France. Nous ne sommes pas, je dois dire, il faut répéter quand même les choses aussi, nous ne sommes pas, Stéphane Martens et moi, dans une logique où il faut, d'abord, nous idéalisons l'Allemagne par rapport à la France, et où nous sommes dans une logique où il suffirait de faire un copier-coller pour que ça marche. Encore une fois, les Français sont les Français, les Allemands sont les Allemands, et en particulier tout ce qui relève de l'enseignement dual, puisque c'est de ça dont il est question, et l'héritage en Allemagne, d'abord de rapports sociaux qui sont complètement différents, d'un dialogue social qui est permanent, d'un rôle des syndicats qui est aussi complètement différent du rôle qu'ils jouent en France. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte dans le travail qui peut être fait, je pense en particulier par le secrétariat sur l'apprentissage à Saarbrücken, que vous connaissez sans doute. On a déjà des briques qui permettent là, aussi par le biais de la coopération décentralisée. J'avais reçu dans l'heure au mois d'octobre dernier le ministre en charge des Affaires européennes pour qu'on regarde justement comment avec la région Normandie et le Land de Saar, nous pouvons avoir plus d'échanges dans ce
domaines qui concernent les apprentis, qui concernent les jeunes professionnels. Parce que c'est de ça dont nous avons besoin aussi pour construire la relation franco-allemande dans les années à venir. Est-ce qu'on peut élargir ces échanges à l'ensemble du territoire français et allemand et pas seulement dans la région frontalière ? Alors, il y a déjà des échanges qui se font avec certaines régions. Je pense en particulier à la région Normandie. Elle avait un accord avec la Basse-Saxe. Les 4 moteurs avec la Baden-Württemberg. Voilà, et donc on a ce genre d'échange. Mais force est de constater que d'abord, il y a une logique plus facile dans des territoires frontaliers. Mais votre question est très pertinente parce qu'il faut être très vigilant si nous ne faisons pas attention. À terme, on peut avoir uniquement des relations franco-allemandes qui concerneront la grande région Est et puis le Bade-Württemberg, le Rheinland-Pfalz et Saarland. Or, il faut aujourd'hui utiliser les capacités des régions d'un côté, des Länder qui les ont de longue date en termes d'enseignement, pour multiplier ces échanges. Et je le répète parce que c'est important, ces échanges qui ne supposent pas obligatoirement, a priori, une connaissance de l'allemand ou du français. Dans les échanges qui se font, il y a aussi, sur la base de compétences techniques, on voit bien que très vite ces jeunes peuvent se comprendre avec, naturellement sans doute aussi en passant par l'anglais, mais en passant aussi par les gestes de la main, par les compréhensions. Il y a très vite, en tout cas, vraiment une osmose qui peut se créer entre ces jeunes-là. Donc c'est important, mais vous le voyez bien, c'est pas des initiatives qui relèvent de l'État, c'est des initiatives qui vont relever de plus en plus des collectivités territoriales, des régions en France et des Länder en Allemagne. Encore une dernière question. Comment voyez-vous la crise des réfugiés ? Madame Merkel avait agi seule en août et septembre dernier. Qu'est-ce que vous en pensez ? La question des réfugiés est sans doute en Europe, de nouveau, moi j'ai toujours une approche européenne, le sujet qui est le plus délicat et le plus difficile à résoudre. Je donne là aussi toujours cet exemple-là, la relation à l'étranger, la relation à l'autre, elle est très différente d'un pays de l'Union européenne à l'autre en fonction de l'histoire du pays, de la géographie du pays, de l'économie du pays, de la démographie de ce pays. L'Allemagne n'est pas dans la même situation démographique que la France. Il naît chaque année 100 000 petits Français de plus que de petits Allemands. Donc ce n'est pas les mêmes enjeux. Et donc c'est très difficile aujourd'hui de trouver une position commune par rapport à cette question migratoire. Et pourtant, c'est un enjeu capital pour l'Europe, parce qu'il faut aujourd'hui que nous ayons, entre Européens, une politique migratoire vis-à-vis de ces pays. Ce qui suppose, à mon sens, déjà de relancer la politique de coopération vis-à-vis de ces pays. C'est-à-dire il faut aussi faire en sorte que ces pays d'abord soient en paix. Je crois que c'est le premier point, et c'est-à-dire qu'il faut aussi que l'Europe joue un rôle géopolitique beaucoup plus fort, mais il faut aussi que ces pays puissent se développer pour assurer à leurs ressortissants une vie décente afin qu'ils n'aient pas envie de venir en Europe. Et tout ça, ce sont des éléments à long terme, ça ne se fait pas en claquant les doigts, mais qui nécessitent là aussi une Europe forte et donc un couple franco-allemand qui prenne ses responsabilités. Merci monsieur, merci bien. C'est moi qui vous remercie.